1997, une année où la téléphonie mobile prenait son envol. Aujourd'hui, on va replonger dans cette époque, on va replonger dans cette année bien précise, avec un téléphone unique en son genre, le Philips Genie, que vous voyez ici dans différentes versions, avec son design atypique et ses fonctionnalités avant-gardistes pour l'époque. Il a marqué toute une génération, et je suis certain que si vous avez connu cette période, vous vous souvenez très bien de ce petit téléphone tout mignon. Alors si vous êtes prêts à découvrir son histoire et ses secrets, eh bien c'est parti, on y va. Salut les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous accueillir pour vous parler donc de ce petit Philips Genie. Avant que je vous montre un petit peu ce téléphone, ses différentes fonctions et son histoire, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous pouvez récupérer gratuitement mon livre sur l'histoire de la téléphonie mobile en France, du Radiocom 2000 à l'iPhone, 40 ans d'innovation. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et vous avez juste à me dire à quelle adresse email je dois vous l'envoyer pour le recevoir instantanément. Alors le contexte de ce Philips Genie, nous sommes à la fin des années 90, le marché des téléphones portables était à ce moment-là en pleine effervescence. 1997, année de sortie du Genie, premier du nom, c'est également l'année où les constructeurs ont commencé à se lancer dans la miniaturisation des modèles, notamment la même année on a Ericsson qui a sorti le GF768 et le GF788, qui étaient déjà des premiers essais du constructeur Ericsson sur la miniaturisation. Motorola, fin d'année 1996, avait dégainé le premier en sortant le StarTAC, qui a été une vraie révolution. Et c'est dans ce contexte, au milieu de l'année 1997, que Philips sort le Genie, que vous avez ici, et que je vais vous déballer dans quelques petites minutes, qui connaîtra 4 versions différentes au fil du temps, 2 avec le Philips de première génération qui est là, et 2 avec le Philips de seconde génération qui est ici. Alors c'est un téléphone qui a marqué son époque pour plusieurs raisons, on va faire l'unboxing, mais notamment c'est un téléphone qui pour l'époque avait un encombrement miniature, un poids plume de 95 grammes, la reconnaissance vocale pour 10 noms du répertoire, ce qui était une vraie innovation à cette époque, le micro rétractable sur la toute première version, qui en fait permettait de décrocher et de raccrocher et qui était un véritable coup de génie, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, mais qui était vraiment extrêmement pratique, et une forme et une taille qui permettent de naviguer dans les menus avec une seule main. J'ai ici un Philips en coffret Loft Itineris, un Genie de première génération, mais deuxième modèle de la première génération. Je vous le disais, le premier avait un micro qui se rétractait, et quelques mois plus tard, eh bien, Philips a renouvelé son modèle en enlevant le micro. Ça vous rappelle, je pense, des petits souvenirs, hein, le réseau Itineris, le coffret Loft, l'engagement de 24 mois, la mise en avant des caractéristiques, le téléphone. Et on va pas attendre plus longtemps, on va faire l'unboxing maintenant. Hop, donc il s'ouvrait par le haut comme ceci. Et j'aime bien, je vous fais voyager dans le passé, la petite carte mémo, le mode d'emploi du téléphone, mode d'emploi à l'ancienne. Génial quand même de revoir tout ça. Ça, c'était une caractéristique de Philips sur le Genie. Il y avait comme c'est un téléphone qui se voulait populaire mais aussi haut de gamme, eh bien Philips s'engageait en cas de panne à vous amener un Genie de remplacement en moins de 24 heures. Et effectivement, c'est une promesse qui était tenue par le constructeur. Donc c'est quand même sympa de savoir ça. Là, vous avez une vue d'ensemble des menus, des fonctionnalités extrêmement pratiques. Et donc voici dans sa boîte le Genie, la housse, le téléphone, le chargeur et la batterie. On va déballer tout ça ensemble. Donc voilà à quoi ressemble le Genie. Pour celles et ceux qui l'ont connu, avec son antenne rétractable. Donc là, je vous le disais, on est sur la première génération du Genie, mais deuxième version. La première version avait un micro rétractable ici. Je vous mettrai une photo à l'écran parce que je n'ai pas de modèle de la première version. Et j'ai un autre modèle ici qui lui est HS, mais c'est pour que vous puissiez voir la batterie d'origine. Donc il avait vraiment un dessin qui tenait bien dans la main, avec, je vais vous le montrer dans un instant, ici, les touches qui permettent de naviguer dans les menus, et un design global assez bien pensé. Je vais vous faire la démo sur celui-ci avec une batterie haute capacité, puisque c'est très dur de trouver des batteries de Genie qui fonctionnent encore. J'ai trouvé une batterie haute capacité. C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne encore, peut-être parce qu'elle était plus puissante que les batteries standards. Et donc, on va se faire
une petite démo. Toc, vous voyez, on clipsait comme ça et je vais le brancher en même temps parce que la batterie n'a plus beaucoup de capacité. Vous voyez, vous mettiez le chargeur comme ça derrière. Si vous avez connu, eh bien, ça vous rappellera des souvenirs. Et hop, voilà, je lance la charge. Donc, vous voyez que le téléphone prend la charge ici et on va l'allumer ensemble pour vous faire revivre ça. Voilà, donc là, il m'a trouvé le réseau. Et ce qui est marrant, vous voyez, c'est que comme le téléphone est suffisamment vieux, alors il a d'abord affiché Orange, mais en fait, on voit qu'il est programmé pour nous afficher Itinéris. Donc, petit retour dans le passé avec la date 1er janvier 98 à 0h00. Donc ça, c'est un modèle, effectivement, de l'année 98. Donc, par défaut, il est calé sur ça. Sur cette date-là. Donc, vous voyez un peu par rapport à ma main la taille du téléphone. Hein. Bon, effectivement, cette batterie haute capacité a ce défaut de lui faire une forme qui n'est pas du tout pratique, si ce n'est que ça tient un peu. Mais ça avait par contre l'énorme avantage d'amener une autonomie bien plus puissante. Donc, quelques caractéristiques de ce génie. Un écran graphique de 5 lignes. Une fonction Pocket Memo qui permettait d'enregistrer des messages pendant la conversation. On a des touches affleurantes, vous le voyez ici. Alors, ce qui est très bien pour éviter de composer un numéro de façon malencontreuse, mais par contre, ce qui n'est pas top pour, en fonction des gens, et même là, il faut vraiment appuyer fort pour réussir à faire à appuyer sur les touches et pour faire un numéro. On a une dimension de 110 par 54 par 20 mm et l'autonomie standard avec la batterie de base que je vous ai montré ici, donc la batterie lithium fournie d'origine. Eh bien, c'était quand même 80 heures en veille, donc ce qui est énorme, mais seulement 65 minutes en communication. Alors, il faut savoir que c'était malgré tout parmi les meilleures autonomies du marché, toutes catégories de téléphones confondues à cette époque-là. Et c'est effectivement le fait d'avoir mis une batterie au lithium qui permettait ce poids plume et cette autonomie à une époque où la plupart des batteries de téléphone étaient des batteries au nickel. Cette batterie haute capacité, pour sa part, eh bien, elle permet d'aller jusqu'à 8 heures en communication au lieu des 65 minutes de base. Donc, vous voyez que ça a quand même une vraie valeur ajoutée. Vous pouviez mettre 30 numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone, donc ce qui à l'époque était quand même beaucoup. Aujourd'hui, ça ferait sourire. Le téléphone permettait d'envoyer avait la fonction fax et données. Et pour vous donner une idée, c'est un téléphone qui était vendu à 4000 francs hors abonnement, ce qui fait 921 € actuels, corrigé de l'inflation. Donc c'est quand même un téléphone qui se voulait cher sur le positionnement. Ce téléphone, donc, il va connaître un grand succès. En 1998, il y a 200 000 unités qui sont vendues en France. Et à l'été 98, donc un an après sa sortie, le génie évolue pour devenir celui que j'ai dans la main, donc qui sera appelé plus généralement le génie Sport. Donc Philips enlève le micro rétractable. Et vous voyez qu'ils ont gardé la même coque. Donc ils ont juste mis un micro pas rétractable à la place, hein, il ne sort plus. Et il y aura aussi des nouvelles couleurs vives qui apparaîtront, notamment le jaune, le bleu et le rouge. Ce qui a fait le succès aussi du génie, c'est sa facilité de navigation. Vous avez un menu, en fait, vous voyez là, vous avez la touche de mise en service et vous avez une flèche haut, une flèche bas. Et c'est ça qui permet de naviguer dans les menus. Alors, pour l'époque, c'était quand même extrêmement lisible et très bien fait. Même si aujourd'hui, on voit que c'est pas d'une réactivité incroyable, hein, mais c'était structuré, ça avait l'avantage d'être structuré. On peut aller voir par exemple les messages ici, messagerie vocale. C'est intéressant. Je découvre avec vous, hein, parce que, effectivement, c'est pas parce que j'ai des téléphones que je m'en sers non plus régulièrement. Voilà, bon, je vous fais un passage rapide. L'idée, c'est quand même de voir un petit peu comment était structuré ce téléphone. On avait l'organiseur avec l'agenda. Bon, vous voyez que par exemple, aujourd'hui, c'est sûr, on se dit, c'est quand même toute une manipulation. Je pense que ça nous rendrait fous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quand même plutôt incroyable. Donc voilà pour ce Philips génie de première génération. Il faut quand même appuyer. Et il y a une impression un peu plastique, un peu de fragilité, malgré tout, qui se dégage de ce téléphone, qui fait que c'est pas incroyable. Bon, on va l'éteindre. Voilà.
Bon, voilà pour le voyage dans le passé. Et on va maintenant se focaliser sur le deuxième Philips Genie que j'ai ici, puisque en 1999, eh bien, il y a la seconde génération qui est celle-ci qui va arriver et qui, pareil, sera déclinée en deux versions. On a en 1999 donc le Genie DB pour dual band avec toujours la même silhouette globale mais un design qui est entièrement revu en façade et qui va se rapprocher de ce que vous avez là. Je vous le mets à l'écran. Donc, vous voyez que on garde une silhouette qui est similaire. Hein. Je crois que les dimensions sont identiques ou quasi identiques. On a exactement la même structure avec le power et les menus, les boutons pour faire décliner les menus. Ce qui est bien, c'est que Philips a eu l'intelligence de garder exactement les mêmes composants. Donc en fait, vous pouviez utiliser exactement les mêmes accessoires. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que si vous étiez acheteur du Philips première génération et que vous vouliez continuer avec le Genie deuxième génération, eh bien, il n'y avait pas besoin de racheter des accessoires. Voilà, tout était compatible. Et ça, c'était vraiment top. Alors, sur ce nouveau modèle, le poids monte à 99 grammes, mais il reste toujours sous la barre symbolique des 100 grammes, ce qui en fait un des modèles les plus légers de l'époque. Les touches sont plus espacées, vous le voyez, que sur la version précédente, et elles deviennent bombées, elles ne sont plus affleurantes, on le voit ici. Donc ce qui fait que c'est plus facile de composer des numéros et de s'en servir. Il devient biband, je vous le disais. Le vibreur est intégré alors qu'avant il fallait une batterie vibrante, et l'écran gagne une ligne d'affichage puisqu'il y a 6 lignes au lieu de 5. Et l'autonomie progresse également sur la batterie standard. On est à 2 heures en communication et 130 heures en veille. Et donc, à la fin de l'année 99, donc seulement 6 mois plus tard, eh bien, il y a cette version que je tiens dans les mains qui sort, qui est le Genie 2000. Je vais vous montrer la boîte ici. Vous voyez, hop, Genie 2000. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont rechangé? En fait, je pense qu'ils ont voulu moderniser le téléphone. Après l'avoir modernisé sur l'aspect extérieur, en fait, ils ne changent pas beaucoup du Genie DB, hein, ils sont quasiment identiques. Après, c'est les touches en elles-mêmes qui ont plus accès aux mêmes fonctions. Par contre, à l'intérieur, c'est un tout nouveau téléphone que Philips va proposer et qui va permettre d'entrer dans le nouveau millénaire, hein, en l'an 2000, sous les meilleurs auspices. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le Genie précédent, donc sur le DB, Philips avait changé l'esthétique du téléphone, mais avait gardé la même interface avec les mêmes menus. Et en fait, cette évolution, le 2000, vient en quelque sorte corriger ça, puisque cette fois, le téléphone va garder le même design que le DB, mais c'est les menus, c'est l'OS qui va changer complètement. Vous voyez que déjà, vous arrivez sur un écran avec l'horaire, et en fait, le système de menus, vous voyez, change complètement. On est sur un menu graphique en carrousel comme ça, qui permet bien, effectivement d'être beaucoup plus moderne, alors qui va dérouter à l'époque les possesseurs historiques de Genie, mais qui va faire le bonheur en fait, et qui va se rapprocher de ce qui se fait chez les concurrents. Alors vous voyez par contre que ça reste des téléphones qui ont quand même 1999 sur celui-là, on a 26 ans. Là, j'ai un bug que je n'arrive pas à expliquer parfois. Voilà, là on est rentré dans le menu, mais parfois l'écran se fige, comme là, vous voyez, je ne peux plus... Bon, voilà, c'est un téléphone qui a 26 ans, donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire une démonstration plus avancée de ça. C'est aussi les aléas d'avoir des choses qui datent un petit peu, mais ça vous permet de vous rendre compte un petit peu aussi de l'évolution de ce téléphone entre la version numéro 1, vous avez vu à l'écran, et puis cette version numéro 2, qui date donc, on le voit ici, de 99, et vous voyez, qui vient de s'éteindre pour le coup. Comme quoi, on est sur des téléphones. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la différence de qualité de fabrication entre les différents fabricants 25-26 ans plus tard. Il y a des marques comme Philips, comme Ericsson, comme Motorola, qui vieillissent beaucoup moins bien, alors que quand je fais des tests de Nokia, ils démarrent toujours au quart de tour. Donc on voit qu'il y avait quand même s'il y a une fiabilité légendaire de Nokia, eh bien ça ne sort pas de nulle part. Alors je vous le disais, ce téléphone, qui effectivement voilà, c'est éteint et c'est figé, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous dire un petit peu ce qu'il apporte de nouveau. Il apporte vraiment beaucoup de nouveautés par rapport à la version précédente, notamment 24 commandes vocales, par exemple lire un mémo, passer un appel d'urgence, ouvrir l'agenda, etc. On pourrait dire que c'est un peu l'ancêtre de Siri sur iPhone aujourd'hui, ou son équivalent sur les autres constructeurs. Alors bien sûr, c'était pas du tout aussi
précis qu'aujourd'hui. Il fallait vraiment avoir la même intonation de voix et le dire de la même façon. Mais néanmoins, c'était déjà très beau. On est en 1999. La structure des menus change complètement, je vous l'ai montré. Petite anecdote, il y avait un convertisseur euro-franc, franc-euro, puisque c'est un téléphone qui est sorti en 99 et avant le passage à l'an 2000 et avant le passage à l'euro aussi. Donc c'est intéressant. Il y avait dans cette nouvelle version l'ajout des profils comme chez Nokia et Ericsson, vous savez, réunion, silence, etc. Par contre, il n'était pas personnalisable. L'agenda peut gérer jusqu'à 40 rendez-vous contre 20 dans la version précédente. Il y avait un kit data en option qui permettait de synchroniser les infos du téléphone avec Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Pareil, c'était assez novateur pour l'époque. Aujourd'hui, c'est standard. La finition et l'assemblage, bon, malgré le fait qu'il se soit éteint, sont quand même supérieurs aux versions précédentes qui donnaient, je vous le disais tout à l'heure, une impression de fragilité. Et là où Philips a fait fort, c'est que cette dernière version, qui est sortie donc fin 99, coûtait 1990 francs hors abonnement. Je vous rappelle que la première version coûtait le double, coûtait 4000 francs hors abonnement, ce qui en faisait un des meilleurs rapports qualité-prix de l'époque. Je vous rappelle que la même année sont sortis le Motorola V3688, le Ericsson T28S qui était vendu 4500 francs, le Nokia 8210 qui était vendu aussi 4500 francs. Et donc le génie se voulait être une alternative 2 fois moins chère et pourtant un très bon téléphone pour l'époque. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo sur l'histoire de ce petit téléphone qui est tout mimi, je trouve, encore aujourd'hui, forcément. Moi, j'ai une préférence pour la première version quand même si effectivement elle fait beaucoup moins moderne. Je trouve qu'elle était bien proportionnée, bien dessinée, alors que la deuxième version, finalement, on sent que c'est un gros restylage et que, bon, c'est pas vraiment un nouveau téléphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous l'avez possédé, si vous avez des souvenirs avec ce téléphone. Merci, n'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à dans une semaine, dimanche prochain 17h, pour une nouvelle vidéo sur un téléphone vintage. Ciao!